Installez-vous confortablement. Bienvenue à la lueur de la bougie. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire de l'appareil photo argentique qui développait des clichés que je n'avais jamais pris. Je m'appelle Anaïs, j'ai 31 ans et je suis photographe indépendante spécialisée dans les mariages et les portraits de famille. J'ai toujours eu une passion particulière pour l'argentique, cette lenteur du procédé, cette part d'incertitude et de patience qui manque tellement à la photographie numérique. Je possède depuis des années plusieurs boîtiers anciens que je chine dans les brocantes et les vides-greniers, chacun avec son histoire, ses défauts, son grain particulier. C'est justement l'un de ces appareils, acheté un dimanche matin sur un marché aux puces, qui a bouleversé ma vie pendant plusieurs mois, d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce matin-là, je flânais entre les étals comme je le fais souvent, cherchant sans réelle intention précise, simplement curieuse de voir ce que le hasard pourrait m'offrir. C'est sur un stand tenu par un homme âgé, entouré d'objets hétéroclites, que j'ai remarqué cet appareil, un Rolleiflex binoculaire au boîtier noir légèrement patiné par le temps. Le vendeur m'a expliqué qu'il l'avait récupéré lors du vide-maison d'une vieille dame décédée récemment, sans famille pour réclamer ses affaires, et qu'il ignorait tout de son fonctionnement ou de son histoire précise. J'ai négocié le prix par pur réflexe, plus par habitude que par réelle nécessité, tant j'étais déjà certaine de vouloir repartir avec cet objet qui dégageait, je m'en souviens encore, une aura particulière que je n'avais ressentie avec aucun autre appareil auparavant. Je me souviens avoir hésité un long moment devant ce stand, tournant l'appareil entre mes mains, sentant sous mes doigts la texture froide du métal et du cuir usé qui recouvrait le boîtier. Une sensation étrange m'a traversée à cet instant précis, quelque chose entre l'attirance et une légère appréhension que je n'ai pas su nommer sur le moment, mais que je n'ai jamais oublié par la suite. Le vendeur, remarquant mon hésitation, m'a assuré que l'appareil avait été entièrement vérifié et qu'il fonctionnait parfaitement, ajoutant avec un sourire un peu forcé qu'il n'avait jamais eu de problème avec aucun des objets qu'il vendait. J'ai fini par céder à mon envie, réglant le prix en liquide, et je suis reparti ce matin-là avec ce Rolleiflex soigneusement enveloppé dans un tissu, sans me douter un seul instant de ce qui m'attendait dans les semaines à venir. De retour chez moi, je l'ai nettoyé avec le soin méticuleux que je réserve toujours à mes trouvailles anciennes, vérifiant chaque mécanisme, chaque réglage, m'assurant que l'objectif n'était pas endommagé. Tout semblait parfaitement fonctionnel, presque comme si cet appareil n'avait jamais vraiment servi, malgré les marques d'usure visibles sur le boîtier extérieur. J'ai chargé une pellicule le soir même, impatiente de tester ce nouvel acquis, et j'ai pris quelques clichés de mon appartement, de mon chat endormi sur le canapé, de la lumière du soir filtrant à travers mes rideaux. Rien d'inhabituel ce soir-là, seulement l'excitation habituelle que je ressens toujours en découvrant un nouvel appareil et ses spécificités optiques. Les jours suivants, j'ai continué à utiliser ce Rolleiflex pour quelques séances personnelles, photographiant des paysages lors de mes balades, des portraits d'amis qui acceptaient de poser pour moi. J'ai fini la première pellicule au bout d'une dizaine de jours et je me suis rendu, comme à mon habitude, dans mon petit laboratoire aménagé dans une pièce sombre de mon appartement où je développe moi-même mes films depuis des années. Le processus de développement argentique demande une concentration particulière, un rituel précis que je maîtrise parfaitement, chaque étape suivant un ordre immuable que je pourrais réaliser les yeux fermés. C'est en sortant les négatifs du bain fixateur sous la lumière rouge de ma pièce noire que j'ai remarqué pour la première fois quelque chose d'anormal. Sur la pellicule, entre mes propres photographies que je reconnaissais parfaitement, se trouvaient plusieurs clichés que je n'avais absolument aucun souvenir d'avoir pris. Ces images montraient une chambre à coucher que je ne reconnaissais pas, avec un papier peint fleuri d'un style ancien, un lit en fer forgé soigneusement fait et une commode surmontée d'un miroir ovale. J'ai d'abord pensé à une erreur de ma part, peut-être avais-je pris ces clichés lors d'une visite oubliée quelque part, ou peut-être la pellicule avait-elle déjà été partiellement utilisée avant que je ne l'achète. Mais en y regardant de plus près, j'ai remarqué que ces images inconnues étaient intercalées exactement entre mes propres prises de vue, dans un ordre chronologique qui ne collait avec aucune explication rationnelle que je pouvais envisager. J'ai suspendu la pellicule pour la faire sécher, troublée mais pas encore réellement inquiète, me disant qu'il devait forcément exister une explication logique à ce mystère apparent. Je me suis forcée à retourner vaquer à mes occupations habituelles ce soir-là, préparant mon dîner, répondant à quelques messages professionnels, essayant de chasser cette petite inquiétude qui persistait pourtant au fond de moi. Mais en me couchant, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à cette chambre inconnue, entrevue sur les négatifs encore humides, à ce papier peint fleuri qui semblait appartenir à une époque bien antérieure à la mienne. J'ai fini par m'endormir tard cette nuit-là, avec la vague sensation, difficile à expliquer, d'avoir aperçu quelque chose que je n'aurais peut-être pas dû voir.
Le lendemain, une fois les négatifs parfaitement secs, j'ai procédé au tirage des photographies dans mon agrandisseur, curieuse de voir ces images mystérieuses avec plus de détails et de netteté. En observant attentivement les tirages qui se révélaient progressivement dans le bain de révélateur, sous cette même lumière rouge tamisée qui accompagne toujours mes soirées de travail, j'ai ressenti un malaise grandissant. La chambre représentée sur ces clichés semblait figée dans une atmosphère étrange, presque suspendue, comme si le temps lui-même s'était arrêté au moment précis de la prise de vue. Sur l'un des tirages, on distinguait dans le reflet du miroir ovale posé sur la commode une silhouette floue qui semblait se tenir près de la fenêtre, dos à l'objectif. Impossible de déterminer avec certitude s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme, la silhouette étant trop imprécise, comme voilée par un léger flou de mouvement qui n'existait sur aucune de mes propres photographies de cette même pellicule. J'ai rangé ces tirages dans une pochette, décidé à ne plus y penser, me convainquant qu'il s'agissait probablement d'une double exposition accidentelle causée par un défaut mécanique de l'appareil que je venais d'acquérir. Mais malgré cette explication que je m'efforçais de croire, une inquiétude sourde s'est installée en moi, un pressentiment que je n'arrivais pas vraiment à nommer. J'ai décidé quelques jours plus tard de tester à nouveau l'appareil avec une pellicule neuve fraîchement achetée, prenant cette fois-ci un soin méticuleux à noter chaque photographie que je prenais dans un petit carnet avec l'heure et le lieu exact de chaque prise de vue. J'avais aussi pris la précaution cette fois de sceller moi-même le boîtier avec un ruban adhésif discret après chaque chargement de pellicule, espérant ainsi éliminer toute possibilité d'une manipulation extérieure ou d'une ouverture accidentelle susceptible d'exposer le film à la lumière. Cette précaution, aussi rigoureuse fût-elle, ne m'a pourtant apporté aucune réponse satisfaisante, car le ruban adhésif est resté parfaitement intact tout au long de cette seconde expérience, sans la moindre trace d'ouverture ou de manipulation suspecte. J'ai photographié mon quartier, des façades d'immeubles, quelques scènes de rue, des passants anonymes croisés au hasard de mes promenades photographiques habituelles. J'ai développé cette seconde pellicule avec la même attention méticuleuse que la précédente, presque fébrile à l'idée de découvrir ce que révéleraient cette fois les négatifs sortant du bain fixateur. Et là encore, entre mes propres clichés parfaitement identifiables, sont apparues de nouvelles images inconnues, cette fois-ci représentant un couloir sombre bordé de portes closes, avec un tapis élimé au motif oriental s'étendant jusqu'au fond du cadre. J'ai comparé scrupuleusement mes notes avec le nombre exact de photographies présentes sur la pellicule, et le compte n'y était pas. Il y avait bien plus de clichés développés que de photographies que j'avais moi-même prises consciemment avec cet appareil. Cette découverte m'a laissé profondément troublée, incapable de trouver une explication technique satisfaisante à ce phénomène qui semblait pourtant défier toutes les lois normales de la photographie argentique. J'ai contacté un ami réparateur d'appareils photo anciens, un homme passionné avec qui je collabore parfois pour l'entretien de mon matériel, et je lui ai apporté le Rolleiflex pour qu'il l'examine attentivement. Après plusieurs heures d'inspection minutieuse, il m'a confirmé que l'appareil fonctionnait parfaitement, sans aucun défaut mécanique susceptible d'expliquer une quelconque double exposition ou fuite de lumière responsable de ces images fantômes. Ce verdict, loin de me rassurer, a considérablement accentué mon malaise, car il excluait définitivement l'hypothèse rationnelle à laquelle je m'étais accroché jusqu'alors. Mon ami réparateur, en me rendant l'appareil, m'a avoué avoir lui-même ressenti un léger malaise en le manipulant, une sensation étrange qu'il n'arrivait pas à formuler clairement, mais qui l'a poussé, m'a-t-il confié en riant nerveusement, à se laver les mains plusieurs fois après l'avoir examiné. Cette remarque, prononcée sur le ton de la plaisanterie, a pourtant résonné en moi avec une gravité toute particulière, car elle confirmait que je n'étais peut-être pas seule à percevoir quelque chose d'anormal autour de cet objet. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec l'appareil serré contre moi, comme si je craignais de le perdre, alors même qu'une partie de moi aurait probablement dû souhaiter m'en débarrasser au plus vite. J'ai continué malgré tout à utiliser l'appareil, poussée par une curiosité mêlée d'une angoisse grandissante que je ne parvenais pas vraiment à expliquer même à moi-même. Chaque nouvelle pellicule développée révélait son lot de clichés mystérieux, toujours situés dans ce même intérieur ancien que je ne reconnaissais pas, cette même chambre au papier peint fleuri, ce même couloir sombre au tapis oriental. Progressivement, une forme de narration semblait se dessiner à travers ces images inconnues, comme si quelqu'un, quelque part, continuait d'utiliser cet appareil pour documenter un lieu et une vie qui n'étaient pas les miens. Sur l'une des pellicules suivantes, j'ai découvert un cliché montrant cette fois avec une netteté bien plus grande le visage d'une femme âgée assise près d'une fenêtre, les mains posées sur ses genoux, le regard tourné vers l'objectif, avec une expression indéfinissable, mélange de tristesse et de résignation.
J'ai senti un frisson glacial parcourir tout mon corps en observant ce visage inconnu, avec la sensation troublante que cette femme, quelle qu'elle soit, semblait me regarder directement à travers cette photographie, comme si elle savait, d'une certaine manière, que je finirais par découvrir son image. Ce cliché en particulier m'a hanté pendant plusieurs nuits, m'empêchant de trouver le sommeil, mon esprit repassant en boucle les traits de ce visage que je ne pouvais identifier, mais qui semblait pourtant familier d'une manière que je ne comprenais pas. Ce cliché en particulier m'a hanté pendant plusieurs nuits, m'empêchant de trouver le sommeil, mon esprit repassant en boucle les traits de ce visage que je ne pouvais identifier, mais qui semblait pourtant familier d'une manière que je ne comprenais pas. J'ai commencé à laisser une petite veilleuse allumée dans ma chambre, moi qui n'avais jamais eu peur du noir depuis mon enfance, incapable désormais de m'endormir sereinement sans cette présence lumineuse rassurante. Mon compagnon de l'époque, remarquant mon comportement de plus en plus anxieux, m'a suggéré à plusieurs reprises de simplement me débarrasser de cet appareil, de le revendre ou même de le jeter, ne comprenant pas pourquoi je m'obstinais à continuer de l'utiliser malgré le trouble évident qu'il provoquait en moi. Je n'ai pas su lui expliquer clairement cette attirance mêlée de peur qui me poussait à poursuivre cette exploration, comme si une force plus grande que ma propre volonté me retenait de tourner le dos à ce mystère avant d'en avoir percé le sens véritable. J'ai fini par ranger toutes ces photographies mystérieuses dans une boîte à part, incapable de m'en débarrasser complètement, mais tout aussi incapable de les regarder trop longtemps sans ressentir cette angoisse sourde qui ne me quittait plus vraiment. C'est à cette période que j'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire de cet appareil photo, me souvenant que le vendeur du marché aux puces m'avait mentionné qu'il provenait du vide-maison d'une vieille dame décédée récemment, sans famille pour réclamer ses affaires. Je suis retournée sur ce même marché le dimanche suivant, avec l'espoir de retrouver ce vendeur pour obtenir davantage de précisions sur l'origine exacte de cet appareil et sur l'identité de cette femme dont les affaires avaient été dispersées après son décès. J'ai eu la chance de le retrouver à son stand habituel, et après lui avoir rappelé notre transaction précédente, il a fini par se souvenir de quelques détails supplémentaires, notamment le nom du quartier où se trouvait la maison de cette vieille dame, un quartier ancien de notre ville que je connaissais assez peu. Il m'a également confié, avec une certaine réticence, que les voisins de cette femme avaient évoqué lors du vide-maison une existence particulièrement solitaire, marquée par un deuil ancien dont elle ne s'était jamais vraiment remise. Armée de ces quelques informations, je me suis rendue dans ce quartier, cherchant à en apprendre davantage sur cette femme mystérieuse dont l'appareil photo semblait vouloir me raconter, à sa manière, une histoire inachevée. J'ai fini par localiser la maison en question, une bâtisse modeste mais bien entretenue à l'extérieur, désormais habitée par de nouveaux propriétaires qui n'avaient jamais connu l'ancienne occupante des lieux. Une voisine âgée, croisée par hasard alors que j'observais la façade depuis le trottoir, a accepté de discuter avec moi lorsque je lui ai expliqué, avec une certaine hésitation, la raison étrange de ma présence dans ce quartier. Elle m'a raconté que cette femme, prénommée Odette, avait vécu seule dans cette maison pendant plus de 40 ans après avoir perdu son mari et sa fille unique dans un accident de voiture survenu alors que celle-ci n'avait que 7 ans. Cette révélation a fait naître en moi un frisson glacial, car l'âge de cette petite fille correspondait exactement à celui que je devinais sur certains des clichés mystérieux où apparaissait parfois, en arrière-plan flou, une silhouette enfantine que je n'avais pas suffisamment remarquée jusque-là. La voisine m'a confié qu'Odette avait toujours conservé la chambre de sa fille exactement telle qu'elle était le jour du drame, refusant catégoriquement d'y changer quoi que ce soit, comme si elle espérait, envers et contre tout, la voir un jour revenir. Elle m'a également raconté qu'Odette passait ses journées à photographier inlassablement cette chambre et les objets qu'elle contenait, une habitude que les voisins trouvaient étrange, mais qu'ils avaient fini par accepter comme une manifestation compréhensible de son deuil inconsolable. La voisine se souvenait encore de l'avoir croisée à plusieurs reprises sortant de chez elle avec cet appareil autour du cou, toujours vêtue de sombre, toujours pressée de rentrer avant la tombée de la nuit, comme si elle redoutait de laisser trop longtemps la chambre de sa fille sans surveillance. Elle m'a confié également qu'Odette avait tenté à plusieurs reprises au fil des années de faire développer ses pellicules chez différents photographes du quartier, mais que ceux-ci, troublés par les images obtenues, avaient fini par refuser poliment de continuer à travailler avec elle, la laissant se débrouiller seule avec ce fardeau qu'elle portait silencieusement. Cette information a confirmé mes soupçons les plus profonds, celui d'un phénomène qui ne se limitait pas à ma seule expérience récente, mais qui accompagnait cet appareil et cette femme depuis de très nombreuses années. Je me suis demandé, avec une tristesse renouvelée, combien de nuits solitaires Odette avait dû passer, seule face à ces images impossibles qu'elle ne pouvait partager avec personne, portant ce secret douloureux sans jamais pouvoir en parler ouvertement à qui que ce soit autour d'elle.
J'ai compris alors, avec une certitude grandissante et vertigineuse, que le Rolleiflex que j'avais acheté sur ce marché était très probablement le même appareil qu'Odette avait utilisé pendant des décennies pour photographier cette chambre figée dans le temps, ce sanctuaire dédié à la mémoire de sa fille disparue trop tôt. Rentré chez moi ce soir-là, j'ai ressorti toutes les photographies mystérieuses accumulées depuis que j'avais commencé à utiliser cet appareil, les étalant sur ma table pour les observer avec un regard nouveau, désormais éclairé par ce que je venais d'apprendre. J'ai remarqué avec une émotion grandissante que ces clichés semblaient suivre une chronologie implicite, montrant la chambre sous différents angles et différentes saisons, comme si Odette avait continué année après année à documenter méticuleusement ce lieu de mémoire. Certaines photographies montraient des fleurs fraîches posées sur la commode, changeant au fil des saisons représentées, tandis que d'autres montraient la même chambre sous une lumière hivernale, avec de la neige visible à travers la fenêtre entr'ouverte. Cette continuité troublante m'a fait comprendre que je n'étais pas simplement témoin d'un phénomène isolé, mais que je regardais à travers cet appareil les fragments d'une vie entière consacrée au souvenir d'un enfant perdu. J'ai passé plusieurs soirées à classer méticuleusement ces photographies par ordre chronologique apparent, m'appuyant sur les indices saisonniers visibles à travers la fenêtre de la chambre, sur les vêtements que portait parfois la silhouette floue aperçue en arrière-plan, sur les objets qui apparaissaient ou disparaissaient progressivement de la commode au fil des clichés. Ce travail minutieux, presque archéologique, m'a permis de reconstituer une sorte de journal intime silencieux, s'étendant apparemment sur plusieurs décennies, retraçant l'évolution lente et déchirante du deuil d'Odette à travers ce même décor figé qu'elle s'obstinait à photographier inlassablement. J'ai remarqué en particulier que les bouquets de fleurs fraîches disposés sur la commode devenaient progressivement plus rares au fil des années représentées, comme si la force et l'énergie nécessaires à ce rituel quotidien s'amenuisaient inexorablement avec l'âge et la fatigue accumulée par cette femme que je ne connaissais qu'à travers ces fragments silencieux de sa vie. Cette découverte m'a particulièrement bouleversée car elle humanisait davantage encore cette présence mystérieuse, me rappelant qu'il ne s'agissait pas simplement d'un phénomène surnaturel abstrait, mais bien du témoignage poignant d'une existence réelle, marquée par une douleur que je commençais à percevoir dans toute sa profondeur. J'ai voulu comprendre comment il était possible que ces images se retrouvent mêlées à mes propres photographies, alors qu'Odette était décédée depuis plusieurs mois déjà au moment où j'avais acquis cet appareil sur ce marché aux puces. J'ai passé plusieurs soirées à chercher, dans les archives numérisées du journal local, un avis de décès ou un article évoquant Odette, espérant glaner davantage de détails sur les circonstances exactes de sa mort et sur le devenir de ses affaires personnelles après son départ. J'ai fini par trouver un court avis nécrologique datant de quelques mois avant mon achat de l'appareil, mentionnant simplement son nom complet, son âge et l'absence de cérémonie publique, une notice sobre et presque anonyme pour une vie qui semblait pourtant avoir été si intensément habitée par le souvenir et la douleur. Je me suis longtemps interrogée sur l'absence totale de mention de sa fille dans cet avis nécrologique, comme si même dans la mort, cette perte demeurait un sujet trop douloureux pour être évoqué publiquement, confiné au silence d'une chambre soigneusement préservée et d'un appareil photo transmis, sans le savoir, à une inconnue. Cette découverte m'a bouleversée d'une manière que je n'aurais pas anticipée, ressentant une tristesse profonde pour cette femme que je n'avais jamais connue, mais dont l'histoire commençait à occuper une place de plus en plus importante dans ma propre existence. J'ai contacté un physicien spécialisé dans l'étude des phénomènes optiques, espérant obtenir une explication scientifique rationnelle à ce mystère qui continuait de me hanter, mais il m'a avoué, après avoir examiné mon appareil et mes pellicules, ne trouver aucune explication technique convaincante à ce phénomène. Il m'a confié, avec une honnêteté qui l'honorait, que certains cas similaires avaient déjà été rapportés dans la littérature relative aux appareils photo anciens, sans jamais avoir trouvé d'explication scientifique définitive, ce qui laissait la porte ouverte à des interprétations bien plus troublantes que la simple erreur mécanique. Cette absence de réponse rationnelle, plutôt que de m'apaiser, a renforcé ma conviction intime que quelque chose de bien plus profond que la simple physique optique était à l'œuvre à travers cet appareil photo, quelque chose qui touchait à la mémoire, au deuil et peut-être même à une forme de persistance de la conscience après la mort. J'ai également consulté, sur les conseils de ce même physicien, un professeur de philosophie spécialisé dans les questions liées à la mémoire et à la persistance de l'identité, curieuse d'obtenir un éclairage différent, plus conceptuel, sur ce que je vivais depuis plusieurs mois. Cet échange, mené autour d'un café dans son bureau universitaire encombré de livres, m'a permis d'envisager mon expérience sous un angle nouveau, celui d'une mémoire si intensément investie par la douleur qu'elle pourrait, selon certaines théories encore marginales, laisser une empreinte durable sur les objets qui l'ont accompagnée.
Il m'a parlé de la notion de lieu de mémoire, ces objets ou ces espaces qui deviennent, au fil du temps et de la répétition d'un geste ou d'une pensée, de véritables réceptacles d'une charge émotionnelle presque tangible, capables, selon certains, de continuer à se manifester bien après la disparition de la personne qui les a investis de ce sens. Cette conversation, bien qu'elle ne m'ait apporté aucune certitude définitive, m'a néanmoins aidé à mieux accepter ce que je vivais, en me donnant un cadre de pensée dans lequel cette expérience, aussi étrange fût-elle, trouvait enfin une forme de cohérence et de sens. J'ai décidé, après de longues réflexions, de continuer à utiliser cet appareil, non plus dans une optique de simple curiosité, mais avec l'intention consciente de documenter et d'honorer cette histoire tragique qui semblait vouloir se raconter à travers lui. Cette décision n'a pas été facile à prendre, car une partie de moi restait terrifiée à l'idée de poursuivre cette exploration, redoutant de découvrir des images encore plus troublantes que celles déjà accumulées dans ma boîte à part. Mais une autre partie de moi, plus forte encore, ressentait une forme de responsabilité envers Odette, comme si le hasard, ou peut-être quelque chose de plus intentionnel, m'avait choisi pour porter le témoignage de son histoire jusqu'à sa conclusion. J'ai donc repris mes séances de développement avec une régularité nouvelle, notant chaque fois mes impressions dans un carnet dédié, consciente de participer à ma manière à quelque chose qui dépassait largement le cadre habituel de mon métier de photographe. J'ai développé chaque nouvelle pellicule avec un respect renouvelé, considérant désormais ces clichés mystérieux non plus comme un phénomène effrayant à fuir, mais comme le témoignage précieux d'un amour maternel qui avait survécu, d'une manière ou d'une autre, à la mort elle-même. Progressivement, les images inconnues qui apparaissaient sur mes pellicules ont commencé à changer de nature, montrant désormais la chambre vidée de ses meubles comme si elle était en cours de rénovation, puis finalement une pièce complètement transformée, méconnaissable par rapport aux clichés précédents. J'ai compris que ces nouvelles images correspondaient très probablement aux transformations récentes effectuées par les nouveaux propriétaires de la maison, comme si l'appareil, à travers ses photographies impossibles, accompagnait Odette dans un dernier voyage, celui d'un lâcher-prise progressif sur ce lieu qu'elle avait habité avec tant de douleur pendant si longtemps. Ce processus de transformation, capturé malgré moi à travers ces clichés impossibles, m'a semblé refléter une forme d'acceptation progressive, comme si l'âme d'Odette, ou du moins l'empreinte qu'elle avait laissée derrière elle, apprenait peu à peu à se détacher de ce lieu qu'elle avait si longtemps considéré comme le dernier sanctuaire de sa fille disparue. La dernière photographie mystérieuse que j'ai développée plusieurs mois après avoir acquis cet appareil montrait un jardin ensoleillé, différent de tout ce que j'avais vu jusque-là, avec une silhouette d'enfant courant joyeusement entre des massifs de fleurs colorées, dans une lumière chaude et apaisante. Cette image, contrairement à toutes les précédentes qui dégageaient une atmosphère oppressante et mélancolique, m'a procuré un sentiment de paix profonde, comme si elle marquait la conclusion apaisée de cette histoire silencieuse qui s'était racontée à travers mon appareil photo pendant tous ces mois. J'ai contemplé longuement cette dernière photographie, assise seule dans ma pièce noire, la lumière rouge tamisée baignant l'image d'une teinte chaude qui contrastait avec toute la froideur des clichés précédents. Pour la première fois depuis le début de cette expérience, j'ai senti mes épaules se détendre, une tension que je portais sans même m'en rendre compte depuis des mois, se relâcher progressivement, comme si l'histoire tout entière trouvait enfin son point final. J'ai pleuré ce soir-là, sans vraiment savoir si ces larmes étaient de tristesse pour Odette et sa fille, ou de soulagement pour moi-même, probablement un mélange des deux, indissociable et profondément humain. Depuis cette dernière photographie, je n'ai plus jamais retrouvé de clichés mystérieux sur mes pellicules, comme si Odette, à travers cet ultime message empreint de sérénité, avait enfin trouvé la paix qu'elle recherchait depuis la disparition tragique de sa fille. J'ai fait encadrer cette dernière photographie, celle du jardin ensoleillé et de l'enfant heureuse, et je la conserve précieusement dans mon salon comme un souvenir tangible de cette expérience qui a profondément transformé ma manière de percevoir la photographie, la mémoire et le deuil. Je continue aujourd'hui d'utiliser ce Rolleiflex pour mon travail de photographe, mais je le fais désormais avec une conscience nouvelle, presque révérencieuse, sachant que cet appareil a porté, avant même de m'appartenir, le poids d'un chagrin immense et d'un amour inconditionnel. Cette expérience a profondément transformé ma pratique professionnelle, m'amenant à porter une attention toute particulière aux portraits de famille que je réalise désormais, consciente que chaque photographie porte en elle bien plus qu'une simple image figée dans le temps. Je prends aujourd'hui le temps, avant chaque séance photo, d'écouter les histoires que mes clients souhaitent partager avec moi, comprenant mieux qu'auparavant à quel point une photographie peut devenir le réceptacle silencieux d'une mémoire, d'un amour ou parfois d'une douleur que les mots seuls ne suffisent pas à exprimer.
Plusieurs de mes collègues photographes, à qui j'ai fini par raconter cette histoire, m'ont confié avoir eux aussi vécu à un moment ou à un autre de leur carrière des expériences troublantes similaires avec certains appareils argentiques anciens, comme si ce médium particulier, plus que tout autre, gardait une porte entr'ouverte vers ce que la raison seule ne peut expliquer. Cette révélation collective, loin de me rassurer complètement, m'a néanmoins permis de me sentir moins isolée face à ce que j'avais vécu, comprenant que je n'étais probablement ni la première ni la dernière photographe à croiser, au détour d'un appareil chiné dans une brocante, l'écho silencieux d'une vie et d'un chagrin qui refusait de s'effacer complètement. Je pense souvent à Odette, à sa solitude, à cette chambre qu'elle a photographiée pendant des décennies, dans l'espoir silencieux de retenir un peu de la présence de sa fille disparue. Et je me demande parfois si, quelque part, elle a pu percevoir que quelqu'un avait enfin vu, compris et honoré son histoire. Je me suis renseignée, quelques semaines après cette dernière photographie, sur l'existence d'une tombe pour Odette et sa fille, et j'ai découvert qu'elles reposaient toutes les deux dans le même cimetière communal, sous une pierre tombale commune que personne ne semblait plus visiter depuis des années. J'y suis allée déposer des fleurs comme un dernier hommage silencieux à cette femme que je n'avais jamais connue de son vivant, mais dont l'histoire, capturée à travers des dizaines de clichés impossibles, avait profondément marqué ma propre existence. Debout devant cette pierre tombale un peu négligée par le temps, j'ai ressenti le besoin de parler à voix haute, seule dans cette allée silencieuse du cimetière, remerciant Odette pour ce qu'elle m'avait, à sa manière, transmis sans jamais me connaître de son vivant. Je lui ai promis, dans ce moment de recueillement solitaire, de continuer à prendre soin de son appareil photo, de le faire vivre à travers mon propre travail et de ne jamais oublier l'histoire d'amour et de deuil qu'il avait portée en silence pendant tant d'années. J'ai également pris l'habitude, depuis cette visite, de revenir fleurir cette tombe à chaque changement de saison, un geste modeste mais régulier qui m'apporte à moi aussi une forme de paix et de continuité que je n'aurais jamais imaginé avant de croiser le chemin de cet appareil photo. Aujourd'hui, lorsque je développe une nouvelle pellicule dans ma pièce noire, je pense parfois à Odette avec une tendresse et un respect qui ont remplacé depuis longtemps la peur des premiers mois, sachant que certaines histoires, aussi douloureuses soient-elles, méritent avant tout d'être vues, entendues et honorées jusqu'à leur dernier souffle. Et si un jour vous aussi vous trouvez un appareil photo argentique dans une brocante ou un vide-grenier, prenez le temps d'y penser avant de le charger d'une pellicule, car certains objets portent parfois bien plus qu'un simple mécanisme optique, ils portent une mémoire, un amour, une histoire qui n'attend peut-être qu'une main bienveillante pour être enfin racontée. Merci infiniment de m'avoir écouté ce soir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne à la lueur de la bougie pour ne manquer aucun de nos prochains témoignages. Prenez soin de vous et de vos proches. Rendez-vous demain soir à la lueur de la bougie.